Ce podcast a été réalisé grâce au soutien d'une entreprise familiale engagée dont je connais les valeurs depuis très longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels. J'aime la cohérence de Léa Nature qui propose des produits bénéfiques pour la santé et respectueux de l'environnement. Merci infiniment à notre cher partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. On aime, on veut aimer, on veut vibrer. Maladie plus dangereuse que le pire des virus pour les uns, illusion, promesse de souffrance pour les autres. Le désir amoureux semble parfois faire peser une grave menace sur notre existence. Défiant les philosophes antiques, et pas que d'ailleurs, mon invité du jour est l'icône de la pop philosophie, enseignante à Marseille et auteur de In Pop We Trust ou encore Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux. Et lorsqu'elle annonce à ses élèves le cours de philosophie sur le désir amoureux, tous tendent l'oreille. Voici qu'on évoque enfin le sel de la vie. Tomber amoureux serait bel et bien perdre la raison, et faudrait-il dès lors s'en prémunir? Ou bien à l'inverse, vivre sans cette folie ne serait-il pas si sage? Romans et poèmes, films et séries, chansons et opéras, All You Need Is Love n'est pas seulement le titre d'une chanson légendaire, mais une maxime que nous allons décortiquer ce matin avec la philosophe et essayiste Marianne Chaillan qui publie son nouveau livre « À la folie passionnément » aux éditions Équateur. Je suis ravie de l'accueillir dans Métamorphose. Bonjour Marianne. Bonjour Anne. Alors pour commencer, peut-être pour celles et ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que la pop philosophie ? C'est vous qui avez inventé ce terme ? Non, ce n'est pas moi. C'est un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze. Et finalement, c'était un concept pas particulièrement bien défini. Et puis, on est plusieurs à s'en emparer et à le concevoir de manière différente, pour ma part. Ce que j'appelle pop philosophie, c'est une démarche qui vise un double objectif. D'une part, à montrer que la culture dite populaire, les films à succès, les séries, les chansons, etc., n'est pas une moindre culture, qu'elle a une consistance et qu'on peut, grâce à elle, faire de la philosophie sans le savoir. Donc, une forme de promotion de la culture dite populaire. Et deuxième objectif, montrer que la philosophie n'est pas une discipline forcément abstraite, réservée à une élite, développée par des vieillards en toge il y a plusieurs millénaires et qui n'auraient plus rien à nous dire. Donc, promotion de la culture populaire, rendre accessible la philosophie, c'est comme ça que je conçois, moi, ma démarche pop philosophique. Intéressant. Alors, pour démarrer ce podcast, est-ce qu'on pourrait dire un peu comme Platon que nul n'écoute ce podcast? Il n'a connu cette merveille de la rencontre amoureuse. Alors, mais chacun, du coup, ça pose cette question. Est-ce que finalement, chacun connaît la rencontre amoureuse ou pas forcément finalement? Non, pas forcément. Alors, je cite je cite la phrase de Platon qui dit, pour ceux qui voudraient rentrer dans son école, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et moi, j'ouvre mon livre en disant que nul n'entre ici s'il n'a connu la merveille de la rencontre amoureuse. Mais aussitôt, je m'excuse en disant que c'est une forme de blague et qu'il n'est pas besoin d'avoir expérimenté la rencontre pour réfléchir à son sujet. Et effectivement, tout le monde ne l'a pas vécu, parce que c'est ce que j'essaye de développer dans ce chapitre. C'est une affaire de bonne surprise, de chance. C'est pas quelque chose qui s'anticipe, qui se cultive, et voilà. On va y revenir évidemment longuement pendant cette interview. Avant d'en arriver là, peut-être dire à nos auditeurs, évidemment, que vous ayez ou pas rencontré la grande rencontre amoureuse, écoutez-nous. Et si vous ne l'avez pas encore rencontrée, peut-être est-ce à venir, alors écoutez-nous de toute façon aussi. Alors, quand vous étiez plus jeune, on vous compare à l'héroïne de Tolstoï, Anna Karénine, et vous dites que pour vous, vivre, c'est vibrer. Alors, évidemment, elle va mal terminer, donc on ne parle pas du début de sa destinée, j'imagine, quand on parle de vous. Oui, alors je raconte une scène qui s'est produite il y a déjà fort longtemps. J'étais en classe de seconde
Et mon enseignante avait fait un jeu où nous devions dans la classe deviner l'un d'entre nous. Voilà, les personnes avaient été désignées d'abord et il m'avait choisi et moi je devais poser des questions. Je savais pas du tout qu'on parlait de moi. Donc je posais des questions pensant devoir deviner l'un de mes camarades. Je dis si c'était une couleur, ils me disaient le bleu, si c'était une matière, le jean, bon, si c'était une héroïne de la littérature. Et là ils me disent Anna Karénine. Je me dis mais qui peut être Anna Karénine dans la classe? Et en fait il s'agissait de moi. Et c'est bon, donc je devais me deviner moi-même, j'ai échoué, mais très bien, il me désignait donc comme Anna Karénine. Ça me surprend pour deux raisons. La première, c'est que je me dis quelle culture littéraire extraordinaire à l'âge de 16 ans de pouvoir citer Anna Karénine, mais en quoi pouvait-il voir en moi déjà à l'âge de 16 ans une amoureuse passionnée? Alors j'espère effectivement ne pas avoir le même destin qu'elle, j'espère que je ne finirai pas sous un train, mais dans le livre j'explique que néanmoins quand on fait le pari de choisir le parti du désir, c'est un risque, non pas forcément de finir sous un train, mais de s'exposer à la souffrance et à la douleur. Donc de ce point de vue, oui, l'Anna Karénine que je suis, c'est bien ce qu'il y a de douloureux et de dangereux dans le choix du désir. Et finalement, en définitive, je me dis que ses camarades ne s'étaient pas trompés sur moi. Effectivement, déjà à l'âge de 16 ans, j'engageais ma vie à la folie passionnément. Il ne s'agit pas de dire que ceux qui ne font pas le choix de cette manière de s'inscrire dans l'existence ne vivent pas. Mais du moins, moi, j'essaie de ne pas tourner le dos au désir lorsqu'il frappe à la porte. Et c'est pas évident. On reviendra évidemment sur cette notion de désir qui a été beaucoup commentée par les philosophes. Mais avant d'en arriver là, est-ce que la littérature ou la pop culture, les chansons, les opéras, etc., tout ce qu'on a à notre disposition nous permettent de rencontrer, de ressentir justement des scènes de rencontres puissantes et magiques. Est-ce qu'il y a des œuvres pour vous qui nous éclairent particulièrement là comme ça en introduction? Sur la scène de rencontre, oui. Sur la scène de rencontre, oui, je consacre le premier chapitre de mon livre à la rencontre, puisque tout démarre par là, dans une histoire d'amour, et je raconte effectivement que la littérature nous offre 1000 récits sublimes des rencontres amoureuses, et par exemple, j'ai lu à 16 ans les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, où il raconte sa rencontre avec Madame de Warens, qui va être le grand amour de sa vie. Et j'ai vraiment l'impression que je me tenais aux côtés du jeune Jean-Jacques lorsqu'il l'a rencontré. J'ai vraiment ressenti ça, comme j'ai ressenti aussi aux côtés de Frédéric la rencontre de Madame Arnoux, comme je me tenais aussi aux côtés de Marguerite sur le bac qui traverse le Mékong dans l'amant quand elle voit la limousine s'approcher d'elle, etc. La littérature m'a donné à pressentir ce que j'ai expérimenté par la suite, ce moment tout à fait miraculeux et intense et incomparable de la rencontre amoureuse. C'est vrai que vous le dites, la rencontre amoureuse, elle surgit bien souvent par effraction. C'est-à-dire que voilà, on a peut-être rendez-vous avec quelqu'un qu'on nous a présenté dans le monde professionnel et on arrive là d'un seul coup dans un café, on s'installe et là, alors qu'on ne s'y attend pas, il se passe quelque chose. On ne sait pas forcément d'ailleurs de quel ordre en fait à ce moment-là, mais ça surgit par effraction comme ça. Oui, c'est exactement ça. Je parle moi aussi de cette possibilité de rentrer dans un café, on est parfaitement heureux de sa vie, dans sa vie, on s'assoit, on ne sait pas du tout qu'on vient à ce rendez-vous-là, mais on vient à un rendez-vous qui va bousculer toute la manière dont on pouvait se représenter sa propre vie. Quand on se lève, on n'est plus le même que quand on s'était assis. La rencontre amoureuse a frappé, Cupidon a lancé sa flèche, et voilà, et c'en est fait de nous. Ce fut comme une apparition, dit Flaubert, c'est vraiment de cet ordre-là? Oui, ce fut comme une apparition, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça surgit, je m'y attends pas, on se doute bien pourquoi, c'est quelque chose à quoi on ne peut pas s'attendre, parce que si je m'y attends, c'est qu'il n'y a pas véritablement rencontre, si je peux le prévoir. La rencontre, elle me surprend, elle vient me bousculer. Sinon, c'est quelque chose de prévisible, c'est pas une apparition, quoi. Donc, dans le désir amoureux, il y a cet effet d'effraction, de surgissement. Et la rencontre amoureuse, elle est traversée par plein de paradoxes. Par exemple, je suis sûre que ceux qui nous écoutent et qui ont vécu la rencontre amoureuse ont remarqué que il y a quelque chose d'étrange, c'est que on reconnaît quelqu'un, c'est comme si on le reconnaissait et pourtant on l'a jamais vu.
C'est très bizarre. Je connais pas cet autre qui surgit devant moi, je le connais pas, et pourtant, je le reconnais, je l'identifie, je me dis, c'est lui, c'est elle, le voilà. Et ça, c'est le premier paradoxe. Il y en a un deuxième dans cette rencontre amoureuse, c'est que quand on a rencontré quelqu'un, je suis sûre qu'on est nombreux à s'être dit, mon Dieu, mais quelles étaient les probabilités qu'on se rencontre, vraiment. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'extrêmement contingent dans la rencontre amoureuse. Ça aurait tellement pu ne pas arriver. J'aurais pu ne pas me rendre à tel endroit à ce moment-là, j'aurais pu ne pas me trouver là. Donc, il y a vraiment l'idée d'une contingence, qui peut être affolante d'ailleurs, hein, et qui est d'autant plus affolante que cette contingence a un goût de nécessité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça devait être cette personne. Il y a comme une espèce de je me rends au rendez-vous de mon destin, mais ce rendez-vous était pourtant tellement aléatoire. Ça, c'est pour moi le deuxième paradoxe qui traverse la rencontre amoureuse. Et puis il y a un troisième paradoxe, à mon sens, qui traverse la rencontre amoureuse, c'est que quand on tombe amoureux dans cette rencontre qui vient nous bousculer, on devient immédiatement assujetti, comme le dit Rousseau, on devient le prosélyte de la personne qu'on aime, une forme de page loyale, et en même temps, cette suggestion réclame immédiatement la symétrie, c'est-à-dire que on se retrouve tout d'un coup serviteur, servitrice de quelqu'un dont on souhaite à son tour qu'il devienne nôtre. Donc c'est la rencontre amoureuse, c'est vraiment, et ça va se prolonger, hein, cette espèce de dualité antinomique. Elle est au départ de l'histoire amoureuse, dans la rencontre, cette tension antinomique, on la retrouve après plus tard, on en reparlera oui, peut-être. Bien sûr. Mais voilà, effectivement, la rencontre amoureuse est pleine de paradoxes, et c'est pour ceux qui l'ont vécu, c'est vraiment un des moments les plus intenses qu'il puisse être donné de vivre. Alors justement, à quoi reconnaît-on cet instant ? Est-ce qu'il est tellement évident qu'on n'a même pas besoin de se poser la question finalement ? Est-ce que l'on est amoureux ? Ou est-ce que ça pourrait être d'un autre ordre ? Quelle est la part justement d'illusion ? Par exemple, on pense à des personnages que vous évoquez aussi, comme Don Juan de Molière, qui sont des multi-amoureux, on dirait aujourd'hui peut-être des gens qui sont dans le polyamour finalement. Qu'est-ce qui fait qu'on le sait ? Et que c'est vrai d'une certaine manière, que le sentiment a une forme de vérité en réalité. Alors, pour Don Juan, moi je pense au Don Juan de Molière en l'occurrence, je suis pas sûre qu'il soit amoureux, Don Juan, des femmes qu'il conquiert. Et un souvenir de lecture du lycée, mais Don Elvire, il a pas bien l'air amoureux, la paysanne qu'il rencontre après non plus. J'ai l'impression qu'il est dans tout à fait autre chose, dans la mise à l'épreuve qu'il fait du ciel, dans le fait qu'il cherche à transgresser la limite, etc. Pour nous autres, ceux qui essaient de vivre à la folie passionnément, je crois que quand on tombe amoureux, peut-être on s'en rend pas compte au moment où la flèche nous frappe, mais quand même, on ne tarde pas à sentir qu'on a été déplacé. Et on peut être dans un état, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent l'ont vécu, on peut être dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent, comme quelqu'un qui a reçu un choc, hein, on tombe amoureux, c'est une chute, où on parle du coup de foudre aussi, donc on est un peu dans cette espèce de... Donc dans l'après-coup, je pense qu'immédiatement, on sent que quelque chose est arrivé, que ce quelque chose repose sur des bases illusoires ou pas, d'ailleurs, on en reparlera, hein, toute la dimension d'illusion qui peut rentrer dans le désir. Néanmoins, que ce sentiment prenne feu alors même que nous ignorions la véritable nature de l'objet de nos désirs, c'est pas grave. Le fait est qu'il y a le feu. Et je crois que quand le feu nous saisit, il me paraît difficile de ne pas s'en apercevoir. Alors c'est vrai que ensuite, toute la question de répondre à ce feu ou pas est une autre question, bien entendu. Est-ce que je consens à incarner dans la chair ce désir-là ? D'ailleurs, vous évoquez pas tellement l'amour platonique, il me semble, dans ce récit, dans votre essai. Ce que je dis pourrait valoir d'un amour platonique, même si c'est vrai que... Oui, ça vaut pour les deux, oui. Je crois que ça vaut pour les deux, et d'ailleurs, dans la troisième partie,
Dans la première partie, je présente l'état amoureux tel qu'on peut l'avoir expérimenté, la rencontre, faire l'amour, etc. Dans la deuxième partie, je montre toutes les raisons qu'on pourrait avoir de ne pas tomber amoureux, de fuir l'amour. Et puis dans une troisième partie, j'essaye de me dire, mais tout de même, comprenons ce qu'il en est du désir, comprenons les règles du désir, et puis ceux qui le souhaitent, jouons ce jeu. Et dans cette dernière partie, je parle de Cyrano. Cyrano qui n'a pas, qui, on peut le dire, non, a eu ressenti un amour platonique pour Roxane. Enfin, du moins, il n'a pas pu concrétiser son amour à son égard. Et si je parle de Cyrano, c'est dans la distinction qu'on peut faire entre l'amour de bienveillance et l'amour de concupiscence. Je pense que ce que je dis peut valoir aussi bien d'un amour qui ne s'incarnerait pas dans les corps. Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, on peut l'associer à ça. Être amoureux, c'est aussi d'un seul coup voir son comportement complètement changer. Et là, le décrit très bien Flaubert entre Madame Arnoux et Frédéric. C'est vrai qu'on dit que l'amour rend aveugle ou même est aveugle. Est-ce que c'est un constat que l'on fait presque toujours? C'est-à-dire qu'on va voir... J'ai des amis qui sont thérapeutes qui disent au début, on ne voit que les roses de l'autre, on ne voit pas les puants. Donc tout ce on ne voit pas nos ombres en fait. Donc c'est exactement ça. Oui, alors là vous évoquez une des raisons qu'on pourrait avoir de vouloir fuir l'état amoureux, c'est que indéniablement l'état amoureux repose sur une part d'illusion. C'est un reproche que, d'ailleurs, avant de faire le reproche épicurien, il y a un aphorisme très drôle de Nietzsche qui s'appelle « Les myopes sont amoureux ». Et dans cet aphorisme, il nous dit « Qui aurait assez de puissance imaginative pour se représenter un visage, une taille avec 20 ans de plus, traverserait peut-être la vie sans grand souci. » Autrement dit, si on y voyait plus clair, si on était plus lucide, on tomberait moins amoureux. Et cet aphorisme, je l'ai mis en ouverture d'un chapitre consacré à la philosophie épicurienne. Dans l'opinion commune, on pense que les épicuriens, ce sont des philosophes qui favorisent le désir, qui se disent « très bien, vive le désir ». Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et en particulier, le désir amoureux, pour eux, certainement pas. Pour les épicuriens, c'est Épicure, bien sûr, mais à Rome, c'est Lucrèce. Et si on avait dit à Lucrèce « Oh, Lucrèce, je suis tombé amoureux », il nous aurait dit « Mon Dieu, mais quelle horreur, qu'est-ce qui t'arrive ?» Pour lui, c'est comme si on lui avait annoncé qu'on avait contracté Ebola, quoi. Pourquoi ? Précisément parce que le désir est une affaire totalement délirante. C'est-à-dire que pour les épicuriens, les amants attribuent aux personnes qu'ils aiment des mérites irréels. Voilà, il y a un véritable travestissement de l'objet du désir. On ne le connaît pas du tout pour ce qu'il est. Et finalement, on tombe amoureux de quelqu'un, non pas parce que ce quelqu'un ou cette personne a de bonnes raisons objectives de mériter notre amour, mais c'est parce qu'on en est tombé amoureux qu'a posteriori on lui prête de bonnes raisons. Mais en vérité, l'amour est premier. Et l'amant déserte pour les épicuriens les rives du réel. Cette critique épicurienne, on la retrouvera dans un texte de Molière, dans le Misanthrope, ou un texte très drôle, où Molière paraphrase Lucrèce complètement, pour dire vraiment que nous travestissons sans cesse l'objet du désir. Et surtout, on retrouve chez Stendhal ce concept sous le nom de cristallisation. Vous connaissez sans doute l'histoire. Stendhal nous dit il y a à Salzbourg des mines de sel. J'abrège l'histoire, mais prenez un bout de bois mort, cassez sur votre chemin un petit bout de bois mort, trempez, mettez ce bâton dans de l'eau, plongez-le dans le sel va cristalliser sur le bout de bois, relevez ce bout de bois, il suffit qu'un rayon de lumière passe, le bout de bois va briller de mille feux, vous allez trouver ça merveilleux, mon Dieu que c'est beau, ça brille, ça scintille, c'est du diamant. Non, c'est pas du diamant, c'est un bout de bois mort. Et Stendhal nous dit, voyez, c'est ça, le tomber amoureux, c'est ça, c'est parer de vertus illusoires une réalité qui n'a pas du tout les mérites qu'on lui prête. C'est le coup de foudre. Donc oui, effectivement, il y a indéniablement dans le coup de foudre, puisque dans cette scène de rencontre qu'on évoquait de Flaubert, là, ce fut comme une apparition, il la connaît pas du tout. Dans Roméo et Juliette, c'est pareil. Si vous réfléchissez dans toutes les scènes de rencontres amoureuses, voilà des gens qui misent leur existence complètement, qui engagent leur vie
pour des personnes qu'ils ne connaissent pas du tout. Et donc, évidemment, il y a ce risque total. C'est même pas un risque, c'est un point de départ d'une dimension d'illusion, c'est sûr. Et on verra que dans de nombreux cas dans la littérature, parfois et souvent, ça se termine mal. Mais dans la littérature, pas toujours dans la vraie vie. Ça, vous le dites bien aussi, mais on y reviendra. Avant ça, j'aimerais revenir, parce que vous avez dit quelque chose qui est très intéressant, qui est que finalement, le désir amoureux n'aurait pas forcément des critères précis. Alors qu'on est à l'ère des applications, on essaye de faire matcher les gens en âge... en milieu socio-culturel, etc., avec des critères, et on s'aperçoit que tout ça, comme le désir et finalement l'effraction, il y a un surgissement, en réalité, on ne peut rien prévoir. Ben oui, tout à fait. Il y a plein d'émissions qui prospèrent pourtant sur ce présupposé qu'il peut y avoir des critères, des qualités qui nous feraient tomber amoureux de quelqu'un. On va pas les citer, je pense que tout le monde les connaît, mais je pense que ces émissions ou ces applications reposent sur un présupposé mensonger. L'amour n'est pas affaire de rationalité. Alors moi je trouve d'une part que c'est une mauvaise nouvelle pour les amateurs de sites de rencontres, aucun ne pourra tenir sa promesse. Le désir amoureux, je pense, se moque des critères. On l'a tous vécu, non ? Le désir frappe quand on l'attend pas. Ça nous est arrivé de tomber amoureux de quelqu'un en disant mon Dieu, mais pourtant cette personne n'a rien pour me plaire. Et à l'inverse, parfois le désir retient ses flèches là où on les aurait pressenties. Parfois on rencontre quelqu'un qui a tout pour nous plaire, et pourtant, ça ne vient pas. Et alors, je trouve ça à la fois très libérateur, je ne sais pas ce que vous en pensez, de se dire que c'est pas une affaire de critères. Je trouve que c'est libérateur parce que c'est-à-dire que, quelqu'un qui n'aurait pas eu la chance, on a évoqué tout à l'heure, on s'est dit, est-ce que tout le monde a vécu la rencontre amoureuse ? Certains ne l'ont pas vécu. Et leur dire, c'est pas du tout une affaire objective, c'est leur dire aussi, vous n'êtes pas responsable. C'est pas parce que vous êtes moins aimable. C'est pas du tout ça. C'est pas votre personne qui ne posséderait pas les qualités désirables. C'est pas ça. C'est quelque chose qui survient de manière tout à fait comme un miracle. Il y a donc pas d'échec personnel si on n'a pas eu la fortune ou l'infortune de vivre ça. On n'est pas moins désirable qu'un autre. Est-ce qu'on blâmerait en incompétence quelqu'un qui n'aurait pas gagné au loto ? Non. Donc, bonne nouvelle, c'est pas une affaire de critères. On n'est pas tombé amoureux de vous, vous n'avez pas vécu une grande amour. Bonne nouvelle, c'est pas votre faute. Ça, c'est le côté positif. Mais le côté effrayant, c'est que si c'est pas une affaire de critères, ça peut être terrifiant quand on est dans l'histoire amoureuse, quand on y est soi-même, parce que et c'est je crois ce qui explique cette question. Pourquoi tu m'aimes ? Pourquoi tu m'as choisi ? On le dit souvent à la personne qu'on aime, mais pourquoi moi ? Et c'est une question qui trahit, je crois, une forme de lucidité de celui qui la pose, une lucidité angoissée. Pourquoi moi ? Il y a pas de bonne réponse. Oui. Y a pas Montaigne répondait par avance dans les essais, il parlait de son amour pour la Boétie et disait si on me demande pourquoi c'était lui, je peux répondre seulement en disant parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est-à-dire qu'il y a pas de réponse, il peut pas dire et c'est pour ça aussi c'est une force inexplicable. Oui, c'est ça, et puis c'est pour ça aussi que l'amour n'a pas d'âge. On le voit dans des couples parfois qui croisent des générations. Parfois même l'amour n'a pas de sexe non plus. C'est-à-dire que je connais des gens dans mon entourage qui se disaient en tout cas hétéros et qui sont tombés amoureux d'une personne du même sexe en disant je suis tombé amoureux de cette personne. Voilà, effectivement. Bien sûr. Au-delà de toute imagination. Et en même temps, je mets un « et » pour avoir étudié, notamment dans ce podcast Métamorphose, exploré des voies des constellations familiales, de la thérapie systémique, du transgénérationnel, la psychogénéalogie, la métagénéalogie. On voit souvent dans des stages ou quand on étudie aussi ces livres-là que finalement les arbres généalogiques des personnes ne se rencontrent pas non plus par hasard dans une forme d'invisible. Et c'est ça qui reste aussi mystérieux, je trouve. À la fois, il n'y a pas de critères, et à la fois, quand on dit que l'autre nous est familier, que tout est familier chez l'autre, quand on cherche des occurrences, en fait, souvent, on va trouver des choses en commun. C'est ça qui est étrange.
Alors, je suis totalement ignorante de ces choses-là et il faut que j'aille écouter les podcasts que vous avez consacrés à ces sujets. Mais spontanément, et sous une forme de blague, j'aurais envie de vous embêter en vous disant « Vous êtes en train de vouloir chercher une raison. » Vous voyez, vous êtes en train de me dire que derrière cet inexplicable, il y a malgré tout de l'explicable. C'est une question que je pose. C'est pour vous embêter, hein. C'est pour, oui, et puis c'est pour vous. Oui, en plus, c'est une question que vous posez, pas forcément une thèse. Non, c'est pas une thèse. Je dis, on retrouve des occurrences qui semblent effectivement. On a le sentiment parfois qu'à d'autres états, il y a des critères peut-être qu'on ignorerait peut-être. Ouais. Oui, mais malgré tout, alors ça m'intéresse de découvrir ça que je connais pas, mais malgré tout, je peux pas m'empêcher de me dire, ça répond peut-être à un besoin de se dire que, parce que ça fait peur, je trouve ça terrifiant de se dire qu'il n'y ait pas de raison, que ça soit complètement contingent, que ce soit une force, Montaigne parle d'une force inexplicable, fatale, sans raison, se dire qu'il y a une raison que j'ai beau ignorer, mais quand même qui est là. Ça donne du sens et c'est rassurant. Alors que je sais pas moi je trouve que ce qui a pu être effrayant, et je sais pas si ceux qui nous écoutent seront d'accord, mais ce qui peut être effrayant quand on est amoureux de quelqu'un, qu'on a aimé en retour, c'est quand on se dit l'amour qui m'a été donné sans raison. Et ça fait peur parce que si j'avais des raisons, même des raisons que j'ignore au départ mais dont je pourrais prendre conscience, etc., d'une certaine manière, ces raisons formeraient une recette. C'est-à-dire que il me suffirait de bien continuer à cultiver les ingrédients pour que ça dure. Alors que se dire, il y a une part incompressible de contingence, c'est s'en remettre complètement, c'est être à la merci du hasard, quoi. Et ça peut faire peur, c'est ça qui fait peur. Alors, on sait aussi qu'il y a quand même aussi la chimie de nos hormones qui joue dans la rencontre amoureuse, qui est une forme d'alchimie. Je ne cherche pas des raisons. Je vous dis aussi les émissions avec Stéphanie Briand, par exemple, qui est une journaliste essayiste qui a fait un livre sur l'amour chez Actes Sud. Je l'avais reçue dans cette émission et c'est vrai que alors, elle disait, elle, que c'est multifactoriel, qu'effectivement, il y a aussi, en plus, la chimie des hormones. Alors, c'est vrai que c'est moins glamour que le surgissement, mais qui peut jouer aussi dans la rencontre, qu'il y a des profils qui sont complètement compatibles. Possible. Voilà, donc ça reste, en tout cas, tout ça. Et je trouve ça bien que ça reste un mystère, finalement, qu'on n'ait pas de réponse toute faite, qu'il y ait des directions, mais et c'est aussi le propre de la philosophie, c'est de s'interroger et de chercher. Oui, oui, vraiment. Et puis bon, même si je vois bien, je connais pas la théorie que vous évoquiez au début, l'histoire de la chimie. Je me rappelle, étant ado, m'être procuré un bouquin de Goethe qui s'appelait Les affinités électives. J'avais adoré le titre. Je me disais, oh là là, ça va être romanesque, etc. Et il me semble qu'il y avait déjà une affaire de chimie, déjà à l'époque de Goethe. Et j'avais été incroyablement déçue. Alors, c'est peut-être qu'une affaire de chimie et c'est effectivement moins glamour, comme vous le disiez, ou peut-être une explication n'occulte pas l'autre et il peut y avoir, bien qu'il y ait des raisons multifactorielles, une part complètement de hasard. De magie, oui, c'est ça. Du mystère. Magie, ouais. Alors, pour revenir justement sur des considérations plus philosophiques, comment le banquet de Platon nous éclaire par rapport à ce mythe de l'androgynie ? Oula. Et de cette part perdue, en fait, de cette nostalgie de la part manquante. Comment est-ce qu'il nous éclaire ? Et à la fois, il ne nous éclaire pas, hein, à l'inverse, puisqu'il y a les deux, finalement. Ça peut être une explication, et en même temps, ça ne l'est pas. Alors, dans le banquet, vraiment, je pense que c'est une mine incroyable, ce texte de Platon, pour réfléchir sur la question du désir. Il y a plusieurs passages extraordinaires. Il y en a un, effectivement, celui que vous évoquez, le mythe d'Aristophane, qu'on appelle parfois des androgynes. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent le connaissent tous. Dans ce texte, Platon fait dire à Aristophane, qui est un auteur qui a existé de théâtre, que l'humanité n'a pas toujours ressemblé à ce à quoi nous ressemblons, hein, deux jambes, deux bras, une tête, un corps, mais en fait nous étions comme des sphères avec 4 bras, 4 jambes, 2 têtes, voilà. Et alors il y avait des sphères qui étaient faites de la moitié d'une femme et de la moitié d'une femme, d'autres de la moitié d'un homme et de la moitié d'un homme, et certaines sphères étaient androgynes, moitié d'homme, moitié de femme. Sauf que cette humanité de départ, 1.0, était
très puissante par rapport à nous. D'ailleurs, elle marchait pas, elle roulait, elle allait beaucoup plus vite, hein, elle avançait en faisant la roue, elle était beaucoup plus puissante intellectuellement, forcément, il y avait 2 têtes, beaucoup plus fortes. Bref, ils ont voulu monter sur l'Olympe et défier les dieux. Zeus s'est dit, je vais les punir, et il les a coupés en 2. Ce qui donne notre apparence actuelle. Nous sommes la moitié d'une sphère, et donc cette coupure, cette punition de Dieu, de Zeus, cette punition est le surgissement du désir. Le désir est la punition que Zeus nous envoie pour nous affaiblir et nous plonge immédiatement. Pourquoi nous sommes plus faibles ? Parce que nous sommes en état de manque de notre moitié perdue. Ce mythe est très beau, hein. C'est la naissance du concept d'âme sœur, hein. On cherche sans arrêt notre moitié perdue. Alors c'est inscrit tout de suite, le désir, sous la forme du manque, de l'indigence, de la pauvreté, de la faiblesse, de ce qui nous rend misérables. Dans le banquet, cette thèse n'est pas la thèse finale, hein. Il y a des évolutions, et Platon défend aussi l'idée que le désir pourrait aussi ce qui nous rend extrêmement puissants. Mais effectivement, à ce moment-là du banquet, le désir est ce qui nous rend indigents. Alors, autre aspect, évidemment, après la rencontre amoureuse, on l'a dit tout à l'heure, si ce couple, enfin en tout cas si ce désir amoureux souhaite s'incarner, on arrive à un autre stade qui est l'intimité sexuelle. Et on parle de faire l'amour, hein, qui est une modalité du désir amoureux, comme le dit Sartre. Je crois que vous expliquez ça. Et il dit cette belle phrase, le désir s'exprime par la caresse, comme la pensée par le langage. C'est très, très beau, très poétique. C'est vraiment cette modalité du désir amoureux que de fusionner les chairs et que ça s'incarne, donc. Alors, avant de parler de Sartre, je rebondis sur le mot que vous venez de dire, fusionner, puisqu'on était en train de parler du mythe d'Aristophane et de ces 2 moitiés qui sont désormais séparées. Effectivement, vous voyez que dans l'étreinte amoureuse, il y a ce désir de recomposer l'antique nature, de ne faire plus qu'un, de se fondre, de revenir à l'unité là où nous sommes 2. Et c'est ce qui va faire dire à un philosophe que nous avons déjà cité, Lucrèce et les épicuriens, que la relation amoureuse, sexuelle, est toujours déceptive, puisque ce qu'elle vise, c'est de dépasser la dualité, de ne faire qu'un, mais qu'on restera toujours 2, hélas, hein, et que donc, nécessairement, la chair sera triste, quoi. Pour revenir à Sartre, effectivement, il consacre dans L'être et le néant de très belles pages à la caresse et à l'acte de faire l'amour. Je distingue dans le chapitre que je consacre à l'intimité sexuelle, faire l'amour et avoir une relation sexuelle. Hein. Pour moi, c'est pas pareil. Hein. Et donc, ce que Sartre dit, c'est que faire l'amour, c'est me devenir chair. Devenir chair. Alors vous allez me dire, mais on a quand même de la chair avant de faire l'amour. Sartre va dire, distinguons bien ce que j'appellerais le corps de la chair. Le corps, c'est notre corps en tant qu'il est le support d'une action. Hein, là, par exemple, je suis assise sur une chaise en train de vous parler, mon corps il n'est pas en mouvement, je bouge pas, mais enfin, il a une fonction, voilà, de me permettre de penser, de parler avec vous. Le corps qui agit, voilà, c'est vraiment le corps. Ce que Sartre appelle la chair, c'est le corps dépouillé de toutes ces actions virtuelles possibles. Hein, et donc, ce que Sartre est en train d'expliquer, c'est que lorsque 2 amants se rejoignent, ils ne se dépouillent pas seulement de leurs habits, mais ils se dépouillent, d'une certaine manière, de toutes ces actions possibles pour advenir comme chair, c'est-à-dire pour rentrer dans cette expérience que seul le faire l'amour offre, c'est-à-dire une expérience de pure immanence. On est tout entier ici et maintenant. C'est ça, faire l'amour, c'est advenir comme chair, au sens où c'est faire l'expérience d'une pure immanence. Là, et d'ailleurs, il y a aussi Lévinas avec cette phrase que je trouve extraordinaire, hein, sur la jouissance du transcendant, qui est presque contradictoire finalement. Faire l'amour, c'est advenir comme chair, c'est qu'on retrouve aussi chez Marguerite Duras. C'est fabuleux. Tout à fait, exactement. Et vous voyez là, on retrouve encore une fois ce paradoxe qui traverse l'amour. On en parlait pour la rencontre amoureuse, on retrouve ici du paradoxe, parce que faire l'amour, on le voit avec Sartre, c'est effectivement l'expérience d'une pure immanence, et Lévinas nous montre, et c'est tout aussi vrai, que c'est faire en même temps l'expérience d'une transcendance. Parce qu'il explique que
Et c'est justement ça que faire l'amour diffère d'avoir une relation sexuelle, c'est que ce que vise le désir se trouve par-delà le corps. Et a beau chercher dans le corps qui se trouve, cherche quelque chose dans le corps qui se trouve devant nous, quelque chose que ce corps-là ne pourra pas nous offrir. Donc, faire l'amour vraiment, c'est chercher une forme d'intouchable finalement qui se cacherait derrière ce corps que je touche et qui fait que l'étreinte a quelque chose de presque religieux. Le désir qu'on éprouve transcende donc le corps de l'être aimé. On le trouve effectivement, vous le disiez, dans des pages de l'amant de Marguerite Duras. Et c'est ce qui fait que je pense, enfin voilà, j'essaie d'expliquer que faire l'amour c'est une forme d'expérience sacrée, presque religieuse, qui met le divin sur les lèvres de pourtant ceux qui ne croient pas en Dieu. Donc c'est cette expérience très contradictoire entre l'immanence pure et la transcendance, parce qu'on est dans un par-delà le corps. Comme s'il y avait finalement cet espace entre sauvage et sacré, comme dirait aussi une thérapeute de couple que j'avais reçue, qui parle vraiment de cet espace-là, où même Alexandre Lacroix, apprendre à faire l'amour, qui est peut-être, on pourrait le dire, je me souviens plus si lui le dit, mais en tout cas, moi je le dis, une espèce de part divine qui serait pour certains cet espace peut-être sacré, que des voies d'ailleurs orientales ont exploré. Je pense au tantrisme cachemérien, par exemple, qui ont exploré ces parts-là de la sexualité. Est-ce que il y a aussi Belle du Seigneur, dont vous parlez, qui nous enseigne aussi sur cette paradoxale transcendance à ce sujet, je crois. Alors, Belle du Seigneur et Albert Cohen, c'est vraiment pour tous ceux qui se questionnent sur l'état amoureux, c'est un lieu où on peut puiser abondamment toute l'œuvre d'Albert Cohen, en vérité. Albert Cohen, je crois, j'en fais l'hypothèse, construit toute son œuvre romanesque autour de cette question qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui, entre autres. Est-ce que oui ou non, ça vaut la peine de se lancer dans l'aventure amoureuse? Et lui, pour le coup, sa réponse, c'est non. Parce que il va distinguer l'amour maternel, pour ceux qui ont eu la chance d'en recevoir, ceux qui ont eu une mère telle que Albert Cohen a eu, une mère aimante, etc. Et il dit, comme Romain Gary d'ailleurs, vous vous rappelez ces pages, avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Et donc Cohen dit, bon voilà, il y a l'amour maternel. C'est la matrice absolue. Et puis, il y a l'amour conjugal, qui est, d'après lui, ce qu'on devrait rechercher. Et puis, il y a l'amour passionnel, Roméo et Juliette, le Rouge et le Noir, etc. Et pour lui, ça, vraiment, ça, c'est totalement dangereux, illusoire, c'est une vanité pure. Il faut se garder d'expérimenter l'amour passionnel. Et il écrit Belle du Seigneur pour nous en dégoûter, pour nous dire, regardez ce qui vous attend si vous vous lancez là-dedans. Préférez l'amour conjugal, c'est-à-dire l'amour fondé sur le réel, sur la connaissance de l'autre. On parlait tout à l'heure d'illusion. L'amour conjugal, c'est cet amour que développent des amants qui vivent sous le même toit quotidiennement et qui ne peuvent plus être dans l'illusion, qui connaissent le pathétique de l'autre et qui, malgré le pathétique de l'autre, affirment leur amour. L'amour passionnel, il essaie de nous montrer que c'est quelque chose qui est destiné à la mort, qui est destiné à finir, parce qu'inévitablement, le réel va faire retour dans ce mirage absolu qui est la passion amoureuse, et ça va faire exploser la bulle amoureuse. Donc, il nous dit, gardez-vous de la passion, choisissez le réel, choisissez l'amour conjugal. Mais, ce que je dis d'Albert Cohen, après avoir vraiment consacré un chapitre à soutenir ce qu'il essaye de développer, en conclusion de mon livre, je cite quand même 2-3 phrases de Belle du Seigneur où j'ai l'impression que Albert Cohen lui-même oublie un peu la thèse qu'il défend, puisqu'il nous dit, et je l'entends très bien, et je le dis à vos auditeurs, jeunes gens, divertissez-vous sur la rive où toujours l'on s'aime à jamais. Il nous dit, profitez, bientôt vous serez au cimetière, là où dorment les anciens amants et leurs amantes. Ils sont sages maintenant, les pauvres, c'est fini les lettres, fini les nuits exaltées, fini tout ça, dépêchez-vous, vibrez. Vous voyez, ce qui est drôle, c'est que il me semble que chez Albert Cohen, on a des choses en tout cas que je retrouve chez moi aussi, c'est-à-dire qu'on a tout un arsenal théorique qui peut nous dire, méfiez-vous de la passion, et puis c'est plus fort que nous. Vous voyez, on le voit dans ces phrases-là, c'est plus fort que nous.
quand ça frappe à la porte, quand la vie frappe à la porte, c'est trop dur de pas ouvrir la porte. Et c'est tant mieux finalement parce qu'on ouvre la porte de la vie. C'est la saveur de l'amour sans y perdre la raison qui fait écho avec Jean Ferrat que vous citez. Je crains que... Oui, c'est la question que je me pose dans le livre. Et j'ai écrit ce livre pour ça, parce que la question, je me la posais moi-même. C'est ça, je me disais, je fais de la philo, la plupart des philosophes quand même me mettent en garde, j'ai lu beaucoup d'auteurs qui mettent en garde. Est-ce que je dois les écouter? Est-ce que je dois garder raison? Ou est-ce que vivre sans folie, c'est manquer de sagesse? Et est-ce que vivre, c'est pas finalement se laisser emporter par le tourbillon de la vie, cesser de vouloir maîtriser, cesser de vouloir être rationalisé, appliquer des recettes, être bien sage. Moi, je crois beaucoup à cette phrase d'Albert Cohen, on aura le temps d'être sage quand on sera couché sous terre. Et voilà, vivons tant qu'il est temps. Ma grand-mère disait, si je peux me permettre, je me reposerai quand je serai dans la tombe, elle disait. Pas pour des raisons amoureuses, parce c'était une hyperactive, elle était toujours en train de faire des choses. Ouais. Et donc forcément, cette phrase fait écho à ça. Mais c'est vrai que oui. J'ai interviewé aussi ce philosophe Denis Marquet qui a publié Aimer à l'infini, agrégé de philo également. Il a publié chez Flammarion, lui, sur la philosophie du Christ, en disant « Nous cherchons dans des désirs finis cet amour infini qui serait quelque part, lui, il le voit dans un désir de l'amour de Dieu que nous avons, un désir insatiable qu'on pourrait retrouver finalement dans le banquet de Platon à travers cette part manquante qui est peut-être une forme de nostalgie du divin, si on peut le dire comme ça. Cette nostalgie de l'ailleurs et qu'on cherche dans des formes de désir fini. Et donc, est-ce que la passion serait ce désir illusoire d'un désir finalement fini qui ferait écho à cette quête que nous avons, cette soif que nous avons au fond de nous et qui ne peut pas être effectivement satisfaite dans cette vie-là. Oui, je vois bien, oui. Je vois bien ce type de critique qu'il peut y avoir sur la passion, sur le désir tout court, qui finalement se tromperait d'objet en s'arrêtant au stade de l'objet sensible, alors que ce qu'il vise, ça serait un au-delà, une transcendance, un infini. Ce que je peux en dire par rapport à mon essai, c'est que il y a peut-être une erreur à vouloir rechercher dans l'histoire qu'on engage un absolu. Et c'est-à-dire que c'est ce qui est la cause, je crois, souvent des reproches qu'on adresse au désir, c'est quand on se rend compte que l'histoire se fracasse, que c'était pas ça, que c'est fini, que c'est éphémère, et on dit oh là là, mon Dieu, mais c'était une erreur, et j'ai perdu mon temps, et j'aurais pas dû, etc. C'est-à-dire que quand on se dit que ce qu'on vise dans le désir amoureux, c'est l'absolu, on comprend pas que ce qu'il nous sera donné de vivre à nous autres pauvres mortels, c'est nécessairement de l'éphémère. Et on adresse reproche au désir, là où en vérité, on a mal compris la règle de la vie. Et il faut comprendre que la vie est passage, éphémère, incomplétude, et qu'ainsi en ira-t-il de nos amours. Il faut qu'on se convertisse à ça, ce qui ne veut pas dire ne pas aimer absolument. C'est-à-dire que comprendre que quand on s'engage, l'autre nous échappera toujours un peu, que l'histoire, c'est fort probable, sera prise dans les tourbillons de la vie. Admettre ça, ça veut pas dire ne pas s'engager intensément, absolument, passionnément, mais en acceptant que la règle du jeu, ce soit que, hélas, il n'y a pas d'expérience qui soit absolue au sens d'éternelle, complète, satisfaisante. D'ailleurs, passionnément, on a entendu ce bruit, le bruit de la passion qui d'un seul coup a surgi dans notre interview. Non, mais c'est très drôle parce que c'était à ce terme-là. Et donc, j'ai trouvé ça génial. Et vous dites aussi cette phrase finalement pleine de sagesse, ce n'est pas de vivre avec un partenaire parce qu'on l'aime, mais de l'aimer parce qu'on vit avec lui. Finalement, il y a là une forme de sagesse. Alors, vous allez le rendre à vous. Non, mais là, je dois rendre à César ce qui appartient à César. Cette phrase pleine de sagesse, c'est Cohen, en fait, cette idée. Et c'est cette idée que
il a une phrase horrible que mes élèves prennent un air dégoûté à chaque fois que je la cite, mais c'est drôle. Cohen dit « En vérité, je vous le dis, l'épouse qui presse le furoncle plein de pus sur le dos de son mari, voilà le véritable amour. » C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qu'il appelle amour conjugal, l'amour réel, c'est l'amour fondé sur le réel. Et donc, si j'aime quelqu'un, c'est parce que je vis avec lui, parce que je le connais, parce que je sais. Ça, c'est l'amour pour lui. Mais c'est pas le parti de mon livre. Je dis pas qu'il a tort. Je dis pas qu'il a tort. Mais je me range, moi, du côté d'une autre philosophe qui s'appelle Barbara. Et Barbara, elle dit, que bien sûr, elle admire ces gens qui traversent la vie les jours après les jours, mais elle dit, moi, je crois à la passion parce que j'ai pas le talent de l'amour. J'ai vécu de brûlants échanges, mais je n'ai pas partagé les jours après les jours. Elle dit, il n'y a rien de plus bouleversant qu'un couple qui traverse le temps, qui accepte que la passion devienne tendresse, mais si vous avez le goût de l'absolu, comment apprendre à vivre cela ? Et alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette phrase de Barbara. Clairement, elle est diamétralement opposée à la thèse de Cohen. Hein. C'est pas opposé, c'est-à-dire qu'elle respecte très bien ceux qui font le choix de l'amour conjugal. Elle dit, mais moi, je peux pas. Et moi, c'est pas mon truc. Moi, pourquoi ? Je sais pas. Moi, je suis du côté de l'intensité, de l'aventure, du frisson, tout en étant lucide sur ce que lui promet l'aventure, le frisson, l'intensité. Elle le sait, elle le chante dans plein de chansons. Vivre à la folie passionnément, c'est s'exposer à la souffrance, à la douleur, etc., à la déception. Elle le sait. Elle le sait, mais elle s'y aventure malgré tout. Alors ensuite, je connais pas bien l'histoire en détail de Barbara, et puis je veux pas faire de la psychologie de comptoir, et puis je suis pas ni psychiatre ni psychologue, mais c'est vrai que notre vécu aussi dans nos histoires familiales peuvent parfois aussi donner le goût de l'intensité de ce qu'on va chercher peut-être parfois à revivre ensuite. C'était quelqu'un qui vibrait très haut et très fort, y compris dans une forme peut-être d'une forme de souffrance aussi, je pense, chez Barbara, qui avait été vécue peut-être dans sa tendre enfance. Donc, voilà. Alors c'est loin de... J'ai lu l'autobiographie de Barbara que j'ai un peu oubliée. Je vois les événements tragiques auxquels vous faites référence, ce qu'elle a vécu. Et je ne suis pas non plus psychanalyste, etc. Mais j'ose lui prêter cette philosophie de vie de façon, je dirais, presque choisie, autant qu'on peut choisir quelque chose. Je dirais, je pense pas que ça soit une construction caractérielle. Oui, moi, mais dans le sens où, par exemple, je n'ai pas du tout vécu ce que Barbara a vécu, et pourtant, je partage la même philosophie de vie qu'elle. Je pense qu'on peut aussi, alors d'où ça vient, j'en sais rien, mais on peut décider et se rendre compte que on se sent appelé tout à fait par autre chose que par suivre les sentiers déjà tout tracés d'avance, et que c'est plus fort que nous. On est un aventurier, quoi. Oui, c'est ça, des explorateurs. Alors, ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans votre essai, c'est qu'une vie amoureuse réussie n'est pas forcément une vie amoureuse qui dure. Et la fin de l'histoire ne signe pas l'anéantisation de tout ce qu'elle nous fait vivre. Bannissons-le toujours. C'est vrai que c'est intéressant parce que quand des histoires se terminent, souvent les gens restent sur cette mauvaise fin. Alors qu'il peut y avoir véritablement des fins heureuses où les personnes arrivent à sortir par le haut quelque part en disant mais c'était très beau ce qu'on a vécu, et puis ça s'arrêtera là, tout simplement. Mais bien sûr, bien sûr. Je pensais en particulier à quelqu'un qui me disait j'ai raté ma vie amoureuse parce que cette personne avait divorcé, elle s'était pas remariée, et elle regarde autour d'elle ceux qui sont en couple et elle dit moi j'ai raté. Et je trouvais ça très triste et très faux. Parce que c'est pas son état civil qui dit la qualité de sa vie amoureuse. Alors oui, elle est divorcée, oui, elle s'est pas remariée, mais peut-être qu'elle a vécu beaucoup plus intensément. La solitude à deux, ça existe aussi. Qu'est-ce qu'elle sait de ces couples auxquels elle prête une vie plus réussie que la sienne ? Voyez, alors vraiment, pour moi, effectivement, pour savoir si notre vie amoureuse est réussie, on peut pas répondre en regardant l'état civil. Et au fond, seul chacun d'entre nous sait, dans le fond de sa conscience, s'il a vécu intensément. Personne d'autre que nous le savons. Et là aussi, vous avez raison, c'est que si on décide que la fin d'une histoire, une rupture, une séparation,
est un échec. Mais quelle horreur alors! C'est-à-dire que c'est bizarre. C'est un échec au nom de quoi? Au nom d'une norme qui serait cette norme que nous avons intériorisée depuis notre plus tendre enfance. Ils vécurent heureux et firent beaucoup d'enfants. Une norme qui nous dit une histoire d'amour réussie, c'est quand le couple dure, traverse le temps, etc. Mais c'est une norme complètement illusoire. Certes, pour certains, peut-être, ça arrive. Et encore, on n'est pas dans l'intimité de leur chambre pour savoir comment ça se passe. Mais enfin, c'est fou. C'est fou. Je pense qu'il va de nos amours comme de la vie. C'est-à-dire qu'elles sont prises dans le tourbillon de la vie, rien ne dure. Pour revenir à Roméo et Juliette, que Roméo promette à Juliette le toujours, très bien. Mais soyons lucides quand nous proférons ces paroles ou quand nous les entendons. Roméo ne sera pas le même dans 10 ans, Juliette elle-même ne sera pas la même, et leur amour, lui aussi, aura 10 ans de plus. C'est la loi, la triste loi de la vie. Est-ce que ça veut dire qu'ils auront échoué? Ils seront autres, ils auront eu une métamorphose, justement. Et effectivement, comme vous le dites, la fin de l'état amoureux n'est pas la fin de la relation. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre un terme à la relation amoureuse sans que ça signifie la fin de la relation. On peut très bien continuer à cheminer dans une vie l'un près de l'autre, mais différemment. Et c'est autre chose. C'est ça. Et ça peut être très beau aussi. Cette experte du couple, elle est belgo-américaine, Esther Perel, grande vraiment experte du couple. Elle a lancé un podcast, etc. Elle dit que le couple n'a jamais été aussi challengé finalement que maintenant. Parce que maintenant, on choisit l'autre, alors qu'autrefois, les gens ne se choisissaient pas forcément. Ou peut-être ils avaient le sentiment de se choisir et qu'inconsciemment, ils ne se choisissaient pas parce qu'ils se mariaient dans les mêmes milieux sociaux, etc. Que maintenant, il y a quelque chose quand même de plus libre, de plus disfracté, éclaté. Et en même temps, on n'a jamais été... on s'est jamais mis autant la pression, en fait, que sur le couple. Ouais. Parce que du coup, comme on se choisit... On veut que l'autre soit tout, qu'il soit son amant, un père ou une mère parfaite, que le couple vive aussi des aventures. Et en réalité, on s'est remis des injonctions peut-être même encore plus puissantes qu'avant. C'est-à-dire que là, on a parlé du désir amoureux dans le cocon du duo amoureux. On n'a pas parlé que ce duo, déjà suffisamment dur à construire, s'inscrit dans un agencement complexe, sociétal, familial, qui impose à ce duo tout un certain nombre d'injonctions. Donc, l'affaire des amants devient encore plus compliquée. Et l'affaire d'entendre son désir propre, quand on se trouve inscrit comme ça dans une société, dans une famille qui nous adresse des injonctions, c'est très très difficile. Qu'est-ce que je souhaite en vérité ? C'est ça, et là on revient à ce que vous expliquiez tout à l'heure sur Descartes, que les passions de l'âme sont indistinguées entre la concupiscence et l'amour de bienveillance, entre le fait de désirer la chose qu'on aime et le second à vouloir du bien à ceux qu'on aime. C'est le fameux, vous donnez cet exemple de ce film culte d'une génération, peut-être les jeunes ça leur parlera moins, mais qui est Le Grand Bleu. Oui. Alors ça pour moi c'est un peu la clé, une des clés que j'ai trouvées pour moi-même et chez les philosophes, et que donc je confie au lecteur, sans dire que c'est une clé absolue, mais chez Descartes, il y a cette distinction entre l'amour de concupiscence, c'est quand je pense à moi, à mon propre désir, à satisfaire ma propre personne, et l'amour de bienveillance, c'est quand je mets mon amour au service de l'autre, en acceptant que que peut-être ça fera peut-être pas mes affaires. Et j'ai pensé à cette scène finale du Grand Bleu. Alors pour ceux qui la connaissent pas, Jacques Mayol, le plongeur, et a une compagne qui est jouée par Rosanna Arquette. Et lui, il est appelé par les profondeurs. Faut voir la scène, c'est un peu dur à expliquer. C'est plus fort que lui. Il a besoin de plonger profond, et non seulement de plonger profond, on sent qu'il va partir, il ne remontera pas. Donc, il y a cette scène à la fin du film où il est prêt à descendre, à se suicider en somme, et derrière lui se trouve cette compagne qui lui dit mais qu'est-ce que tu vas trouver au fond ? Moi je suis là, je suis bien vivante et je suis enceinte. Et elle essaye de le retenir, et puis elle le regarde et elle comprend que pour lui, son rendez-vous à lui, et ça lui fait mal à elle, mais son rendez-vous à lui se trouve ailleurs. C'est pas ce qui lui conviendrait à elle, mais c'est ce qui lui convient à lui, quoi qu'on en puisse en juger.
Et Jacques Mayol, le personnage fictif, lui met dans la main... Mais c'est Jean-Marc Barr, je crois, qui joue... Jean-Marc Barr, voilà, merci, tout à fait, à actionner. Et c'est elle qui va... Non seulement elle va accepter, mais elle va actionner la machine qui va lui permettre de descendre. Ça, vraiment, c'est la scène, pour moi, d'un amour qui est à ce point bienveillant, altruiste, merveilleux. Et ce que je dis, en gros, dans le livre, c'est que si on peut essayer, autant que faire se peut, de garder en nous autant d'amour, de bienveillance que d'amour, de concupiscence. Et je dis que parfois, je sais pas si vos auditeurs sont d'accord avec moi, mais moi, ça m'arrive de dire je suis amoureuse ou je t'aime. C'est pas la même chose, mais ça peut être vrai les deux en même temps. La part de moi qui est amoureuse va vouloir garder l'autre. La part de moi qui l'aime acceptera son départ. Et peut-être que pour se prémunir, pour se préparer aux douleurs que l'expérience amoureuse nous fera connaître, peut-être veiller à garder toujours ces deux affects en nous, le désir amoureux, qui voudrait le désir de concupiscence, qui voudrait conserver pour soi l'objet du désir, et l'amour de l'autre qui se prépare déjà par amour à accepter son départ. Ouais, c'est vrai qu'elle est forte cette scène et c'est vraiment une des lignes de brèche à trouver à mesure qu'on se trouve aussi soi-même par rapport à des réponses à ses propres blessures. Qui aime quand j'aime à travers moi et comment je peux, à un moment donné, ni dans une forme d'abnégation, parce qu'il y a des gens, ils sont tellement en amour de l'autre que tout est tourné vers l'autre, ah oui, à contrario. Mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de trouver cette juste ligne de crête quand j'aime, qui aime à travers moi. Et je pense aussi, puisque vous parliez d'affect, évidemment, à Spinoza, alors lui qui n'a pas eu une vie très drôle, d'ailleurs, il y a pas mal de philosophes qui ont quand même... parler de l'amour sans expérimenter, ça vous le redites aussi, des états amoureux. Et pourtant, Spinoza nous parle des élans, et on pourrait peut-être même presque donner un synonyme à l'amour, à vie, en fait, à l'élan vital, à ce mouvement de vie qui nous anime. Oui, tout à fait. Alors chez Spinoza, il y a une conception du désir qui est un peu à la fois contre-intuitive et abstraite et difficile à expliquer, mais ce que Spinoza nous dit, c'est que le désir, c'est l'essence de l'homme, en ceci que c'est cet élan vital qui traverse toutes les réalités de la nature, que ce soit les végétaux, les animaux et nous, mais seul l'homme possède le désir, en ce sens que pour que cet élan vital devienne pleinement désir, il faut qu'on en ait conscience, et donc seul l'homme a conscience d'être un être de désir. Mais ce qu'il faut comprendre chez Spinoza, c'est que si le désir c'est l'élan vital, alors le désir est premier sur son objet. C'est-à-dire que je désire avant même d'avoir rencontré l'objet de mon désir. Le désir, c'est ce qui m'anime. Le désir, c'est cette énergie vitale qui me traverse. Et vous sentez, peut-être certains d'entre nous, vous sentez parfois qu'on a une espèce de, je sais pas, voilà, cette énergie, cette vie intérieure qui nous anime. Parfois fortement, parfois on a des baisses d'énergie, et ça, ce sont les variations de ce que Spinoza appelle notre conatus, l'élan vital. Et puis un jour, ce conatus se retirera de nous. C'est-à-dire qu'un jour, et je raconte la scène où moi j'ai vu ma grand-mère très âgée, j'ai vu en elle s'éteindre petit à petit ce conatus. C'est-à-dire que tout ce qui lui plaisait, la musique, les livres, tout ça se retire, toute la vie se retire. La vie se retire, le désir, c'est justement cette espèce de vie qui nous traverse et qui va se porter sur des objets. Et vous voyez, dans sa théorie, c'est pas Juliette qui est la cause du désir de Roméo. Roméo est un être de désir, il est là plein d'une énergie désirante, il tombe sur Juliette, et il va incarner cette énergie désirante sur Juliette. C'est une théorie intéressante, vraiment, et qui fait du désir quelque chose qui n'a pas véritablement d'objet qui en est la cause, et d'une certaine manière pas non plus de sujet, puisque c'est ce qui me traverse. Donc de ce point de vue, je suis pas tout à fait le sujet de mon désir, ça me traverse. Et à partir du moment où ça me traverse, en suis-je responsable? Puis-je me blâmer des désirs qui me traversent? Puis-je être la proie du remords? Anna Karénine a-t-elle raison de se blâmer d'être tombée amoureuse de Vronsky et d'avoir ainsi fait du mal à son gentil mari? Voilà, on n'a pas évoqué ça, mais dans le désir amoureux, il y a quelque chose de terrible quand ce désir frappe au moment où il ne devrait pas frapper. Et le sujet du désir se retrouve complètement déchiré, et parce qu'il sait en plus le mal qu'il peut faire autour de lui.
Mais si on repense à la théorie de Spinoza, dans ce cas-là, Anna Karénine et toutes ces héroïnes de la littérature qui tombent amoureuses au moment où elles ne devraient pas tomber amoureuses, sont-elles blâmables? Sont-elles responsables? Ou bien leur élan vital a-t-il fait qu'elles se sont trouvées là face à quelqu'un qui permettait à leur élan vital de croître, et puis c'est comme ça. Et donc faut-il arracher de nous ce moment où survient la flambée de l'intensité vitale en nous, ou faut-il accepter que c'est ça, vivre? C'est ça. Est-ce que c'est une passion triste par un élan vital qu'on croit être un élan vital et qui est une forme d'illusion, finalement, d'élan vital? Est-ce que ça demande un discernement, ou est-ce qu'il y a vraiment un élan de vie qui, comme vous parlez des tourbillons de la vie, une valse du désir, une valse éternelle? Vous parlez aussi de tout ça, et qui emporte tout sur son passage, et qui finalement est cet élan de vie. Est-ce qu'on peut répondre véritablement à cette question? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je me dis qu'on sera peut-être amené, certains d'entre nous, peut-être l'avons-nous déjà été, à faire ce choix. C'est-à-dire, est-ce que répondre à l'appel du désir, c'est une folie, ou est-ce que répondre à l'appel du désir, c'est vivre? Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour m'aider moi-même, et puis pour aider ceux peut-être qui se trouveraient dans cette situation. Et j'ai pensé à cette scène que vous connaissez peut-être dans l'opéra La Traviata, où Violette reçoit une déclaration d'amour d'Alfredo. Elle n'avait jamais été amoureuse, elle pensait que c'était quelque chose qui lui était pas destiné, elle était amoureux, et lui il vient et lui dit je t'aime. Et alors elle a réfléchi, elle se dit est-ce que je dois y aller dans cette histoire, est-ce que ça serait pas folie? Et je sais pas si vous vous rappelez cet aria, écoutez-le pour ceux qui le connaîtraient pas. Elle, au début, elle se prend à rêver, oh, ça serait pas mal d'aimer, et puis elle crie non, folie, folie, quel délire vain, vraiment, quel délire vain. Et là, on entend de loin la voix d'Alfredo qui lui répond, l'amour, ça fait palpiter l'univers entier, c'est mystérieux, c'est noble, c'est une croix, mais c'est aussi un délice pour le cœur. Et je pense qu'on aura, vous et moi et ceux qui nous écoutent, des choix à faire dans notre vie. Allons-nous dire folie, délire vain que tout cela, ou allons-nous accepter que l'amour fait palpiter l'univers pour le meilleur et pour le pire, et prendre le parti du désir? C'est une belle conclusion. Vous finissiez aussi votre ouvrage avec Barbara, et vous l'avez cité évidemment, la chanteuse, et puis Nina Simone, être emportée comme une créature du vent par le vent sauvage de nos désirs. Est-ce que c'est ça aussi qui fait palpiter le monde et l'univers? On restera peut-être avec chacun peut-être ses conclusions personnelles. Et puis, comme vous le disiez très bien, tout dépend aussi de la situation de chacun. On parlait beaucoup de ces héroïnes qui se blâment parce qu'elles se retrouvent dans des situations, et parce que la littérature, mais elle représente aussi la vie, mais des situations où finalement, qui sont presque inextricables, encore plus à des époques où elles ont vécu, elles. Elles ne pouvaient... Oui. Voilà, il y avait quelque chose d'impossible presque. Pour revenir à Nina Simone, la chanson s'appelle Wild is the Wind, c'est-à-dire le vent est sauvage, il souffle avec fureur. Et cette chanson pour moi est vraiment, elle montre l'état amoureux, et elle dit à un moment donné que nous sommes des créatures du vent. Et je le crois, je crois qu'on est emportés dans ce vent sauvage. Merci infiniment Marianne Chaillon d'être venue dans Métamorphose pour nous parler si bien et si poétiquement d'amour, avec toutes ces connaissances en philosophie et pas que. Je rappelle le titre de votre livre, À la folie passionnément, aux éditions Équateur. En tout cas, on a eu une interview qui était absolument passionnante toutes les deux. Merci à vous et puis à bientôt, j'espère, dans Métamorphose. Merci. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify, et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast, et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétique, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.